Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Marie de Joré-Guibéry. Son fils Adrien s'est suicidé il y a 4 ans à l'âge de 25 ans. Dans un livre bouleversant, Après l'hiver vient toujours le printemps, elle retrace la vie de cet enfant funambule dont la grande précocité intellectuelle et l'hypersensibilité le faisaient toujours se tenir comme en équilibre sur la crête de la vie. Un exercice qui lui a permis de mieux comprendre les raisons de son geste et d'apporter un message plein d'espérance aux parents et aux proches d'enfants précoces. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire, s'il vous plaît ? Oui, alors l'objet, je ne l'ai pas, parce qu'en fait, c'est une horloge 3D qui est quand même fragile, en tout cas pour nous. Et Adrien, en fait, l'avait réalisée 3 mois avant son suicide. Il y avait passé, je crois, au moins 100 heures, peut-être 150, je ne me souviens plus. Et en fait, c'est un tourbillon, une horloge impressionnante dont le mécanisme tourne sur 3 axes. Et en fait, il avait synchronisé en fait une musique sur le rythme de l'évolution de l'horloge. Et quand il l'avait posté sur Facebook, certes, j'avais été impressionnée, mais avec Adrien, on s'attendait à beaucoup de choses. Donc en fait, je l'avais félicité. Mais voilà, pas plus. Et puis j'étais surtout impressionnée par le nombre d'heures qui me disaient quelque chose de, voilà, peut-être du temps qui passait tout seul. Et en fait, bien après son départ, c'est une de ses amies qui m'a donné le sens, en fait, la symbolique en fait de cette horloge que je n'avais pas du tout réalisée. Elle m'a expliqué qu'en fait, la musique est celle d'un jeu vidéo auquel Adrien jouait souvent, qui s'appelle Civilization VI, et que les paroles en fait de cette musique s'intitulent Je rêve de voler. Et en fait, c'est un poème, c'est une musique qui est inspirée d'un poème de Léonard de Vinci. D'accord. Donc un poème qui existe. Et cette musique, en fait, avait d'autant plus de sens pour Adrien, d'abord son rêve de voler, mais en plus, il l'avait interprété, en fait, avec les chœurs et orchestres de Symphonia Garona à Toulouse avec ses amis. Voilà. Et en fait, ce que j'ai surtout compris a posteriori, c'est une des choses que j'avais finalement pas tant réalisé, tant tout semblait inné avec Adrien, c'est qu'il réalisait rien par hasard. Tout avait du sens. C'est un objet effectivement assez impressionnant. La vidéo est toujours en ligne, on peut toujours la voir, elle compte des milliers de vues, voire 10 000, plus des dizaines de plus milliers. De 70 000 vues. Plus de 70 000 vues. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'après, on a découvert que même les studios Disney à Paris, parce qu'on a retrouvé dans les mails de son ordinateur, lui avaient demandé en fait l'autorisation de reprendre cette vidéo, de publier la vidéo, réponse à laquelle il n'a jamais pu donner la réponse, qu'il était décédé au moment où il y a eu ce mail en fait. Alors on va retracer l'histoire de ce garçon hors norme qui ne faisait rien par hasard. Ce petit garçon est rentré dans votre vie, et donc il y a maintenant 29 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui. Et j'ai l'impression que le jour de sa naissance, c'est vraiment c'est ce jour-là qui bouscule véritablement votre vie, parce que c'est déjà un jour très particulier, c'est un jour qui est marqué par l'angoisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que, en fait, je crois que je suis plutôt de tempérament optimiste. Et quand j'avais attendu sa grande sœur, j'étais paisible. Et la veille, en fait,
de sa naissance, en fait, j'ai été prise d'angoisses très fortes que je ne comprenais pas, qui ont été écoutées par l'infirmière de l'hôpital qui m'a rassurée. Et donc, j'ai pensé que je me posais un petit peu trop de questions. Et puis en fait, finalement, le lendemain, les angoisses ont repris de plus belle et je me suis rendue à l'hôpital et effectivement, il y avait une urgence vitale et Adrien est né avec le cordon, avec 4 circulaires bien serrés. Ah oui. Voilà. Et c'est vrai que je raconte cet épisode dans le livre parce que je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à avoir vécu une naissance finalement qui était compliquée. Que finalement, autrefois, on parlait pas avec son enfant, on lui racontait pas sa naissance, on partageait pas le fait qu'on avait pu avoir des angoisses. Et que lui aussi avait ressenti de l'angoisse aussi. Est-ce que lui avait ressenti ces angoisses ? En fait, finalement, on le sait pas. Mais moi, je me suis quand même demandé si ces angoisses, on les avait pas partagées, puisque pourquoi les avais-je eues ? Je ne savais pas qu'il y avait cette souffrance fétale. Et je me suis toujours demandé si c'était pas lui qui me les avait communiquées. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'une maman, elle a une communion profonde avec son enfant, physique. C'est un vrai mystère que j'ai réalisé a posteriori. Après cet épisode un peu bouleversant, mais finalement, c'est un petit garçon qui va très bien, donc ses angoisses s'envolent assez vite. Mais je dis que c'est un jour qui bouscule votre vie quand même, parce que très vite, vous remarquez une différence chez votre fils par rapport aux autres enfants, des choses assez contradictoires d'ailleurs, parce qu'Adrien se révèle à la fois assez lent sur certaines choses, mais il est d'une intelligence très vive, il est enthousiaste et pétillant, mais il est aussi rêveur, on le dit paresseux. Et en fait, à la suite d'un test chez le psychologue à 6 ans, vous découvrez que votre enfant est précoce. Aujourd'hui, on parle de haut potentiel intellectuel, HPI. Alors dites-nous, quel genre de petit garçon était Adrien ? Comment ça se manifestait chez lui ? Pour Adrien, c'était extrêmement clair parce qu'il ne parlait pas encore et en fait, il réalisait des puzzles. Ah oui. Donc on pouvait le laisser assis seul. L'essentiel, c'était de lui mettre une pile de puzzles et il les réalisait à toute vitesse. Donc, il fallait aller chez Emmaüs, acheter des puzzles d'occasion, ramener une pile. Ou alors, à la campagne, il était assis dans le pré. Et alors, il s'intéressait à tout. La faune, la flore. Et puis, il restait tranquillement assis dans l'herbe. Et alors, il nous impressionnait. Et je me souviens très bien qu'une de mes belles-sœurs me disait « Mais c'est pas juste... T'as de la chance, t'as un enfant qui est si sage. » Voilà, donc oui, et puis plus grand, après un petit peu plus grand, petit enfant, il nous partageait toutes ses trouvailles. Un insecte, il en décortiquait toute la morphologie. Et en fait, on sentait qu'intérieurement, il vibrait très fort. Et il nous partageait en fait sa joie. C'était communicatif. Et nous, en fait, on était dans l'émerveillement parce qu'en fait, c'était lui qui nous faisait découvrir la nature, les insectes, les papillons. Enfin, c'est extraordinaire que ce soit son enfant qui vous porte à l'émerveillement, à la découverte. Alors après le moment de la petite enfance qui est assez merveilleuse parce que voilà, l'enfant a l'attitude de se développer à sa mesure, intervient l'école et là c'est le décalage avec les autres enfants se remarque, s'affirme et puis en plus on est à une époque où Internet n'est pas encore développé, le sujet de la précocité intellectuelle est peu connu. Alors vous vous sentez très vite seule et incomprise. Votre fils est incompris, notamment par le corps enseignant, en fait, qui est peu formé. Oui, c'était compliqué parce qu'on n'avait qu'une seule consultation par an avec Olivier Revol. Alors qui est Olivier Revol ? Alors Olivier Revol, c'est un pédopsychiatre qui s'est formé... a été un des premiers en France à s'intéresser à la question des enfants précoces, entre autres. Et donc, en fait, on a eu de la chance qu'il nous guide. Enfin, on avait une consultation une fois par an. 1 heure par an seulement. Voilà, une demi-heure avec Adrien, une demi-heure avec nous. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul livre en fait, qui était sorti de Jean-Charles Terrassier. Et ce livre était, je dirais que pour moi, il était presque caricatural, tant il y avait des côtés qui étaient extraordinaires chez ses enfants et que je ne voyais pas encore tous ces aspects-là chez Adrien, certains, mais pas d'autres. Et cependant, il parlait quand même du décalage
que peuvent avoir ces enfants. Sauf que moi, je n'avais pas encore repéré, en fait, ces signaux faibles. Et c'est vrai qu'à l'école, ils ont commencé à se manifester, mais je n'étais pas à l'école. Donc, je ne voyais pas tout. En tant que parent, en fait, on ne voit pas tout. Pour autant, j'avais eu un premier retour d'une institutrice qui m'avait dit à son entrée à l'école à 2 ans, alors que je lui avais dit en début d'année, Adrien aime beaucoup les puzzles. Et elle m'avait répondu quelques mois plus tard, mais votre fils ne sait même pas faire un puzzle de 5 pièces. Donc là, j'étais vivement inquiète. Et puis, par hasard, il se trouve qu'en fait, il y a des fenêtres de la paroisse qui donnent sur la cour d'école des petites sections. Et donc, tout à fait par hasard, une fois, j'entends les cris dans la cour, j'ouvre la fenêtre et je vois Adrien, en fait, qui se promène en longeant les murs, alors que tous les autres enfants sont en train de s'ébattre, de crier, de jouer. Et là, j'ai vraiment eu une peine immense, en fait, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi Adrien est tout seul, en fait? Voilà. Donc ça a été dur, ça, c'était le début. Après, il y a eu le CP, où en fait, il refusait de travailler. Et là non plus, je ne comprenais pas comment un petit enfant qui avait des fulgurances, qui avait des réflexions d'adulte, qui s'intéressait à tant de choses, finalement n'avait pas envie d'apprendre. Et ça... Comment ça se fait, ça, du coup? En fait, d'un côté, ces enfants peuvent être passionnés par des sujets qui ne sont pas des sujets de leur âge. Donc, ils sont en décalage, même dans les apprentissages, en fait, avec ce qu'on essaye de leur apprendre. De l'autre, ils peuvent déjà avoir fait le tour de la question. Par exemple, les mathématiques, quoi. S'il y avait un problème complexe qui n'était pas de son âge, ça le passionnait. Si, par exemple, on lui demandait d'apprendre par cœur une table de multiplication, il n'en voyait pas l'intérêt. Et puis, il y a aussi le fait que, Adrien, mais comme beaucoup d'enfants HPI aussi, ont parfois des profils qui ne sont pas totalement homogènes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être extrêmement doués, par exemple, en logico-mathématiques, et être doués, certes, en français, par exemple, mais finalement... plus que ça. Pas plus que ça, en ce sens qu'il peut y avoir un écart même à l'intérieur d'eux-mêmes entre une super habilité dans un domaine et une habilité supérieure, mais finalement, il y a quand même un grand écart entre les deux. Et c'est ça, ces décalages-là qui sont finalement très handicapants, en fait. On a l'impression à vous lire, vous employez d'ailleurs ce mot à un moment donné dans votre livre, que la vie avec Adrien, c'est comme une marche en funambule sur une corde raide. Il y a un équilibre précaire qui est installé à un moment donné, mais peu de choses suffisent à rompre cet équilibre, à faire basculer dans un mal-être. Oui, alors ça, c'est beaucoup plus tard. Là, je dirais qu'on passe carrément à l'épisode lycée. D'accord. Donc c'est plus tard. On va revenir un peu auparavant. Vous le dites quand même assez tôt. Vous dites, je peinais à leur expliquer cette mystérieuse précocité, car notre Adrien semblait comme un funambule en déséquilibre permanent. Il était capable de fulgurance, mais semblait incapable de maintenir son attention. Et voilà, c'est ce que vous dites. Oui, c'est très juste. Oui, en fait, Olivier Revol me l'avait expliqué, mais Franchement, j'ai mis des années à le comprendre, en fait. Olivier dit, en fait, ces enfants-là, ils vivent tellement dans leur tête que leur tête, c'est comme leur esprit, en fait, c'est comme un ordinateur trop plein. Et du coup, s'ils sont passionnés par un sujet, ils vont vraiment rentrer dedans, ils vont être pétillants, ils vont communiquer, ils vont être extraordinaires, mais vraiment dans le sens propre du terme, dans leur dépassionnés, et échanger avec les autres. Par contre, s'ils ne sont pas passionnés et s'ils connaissent déjà, ils ont fait le tour de la question, là, ce sont de non-sujets et ils peuvent être complètement en retrait, absents. Et donc, c'est vrai qu'on ne sait jamais bien, en fait, sur quel pied danser avec eux. C'est vrai. Et puis, ils sont parfois aussi, au niveau maturité, en retard. Oui, alors, en retard déjà par rapport à leur capacité intellectuelle. Et même, parfois, je dirais même en retard par rapport aux autres aussi. Alors ça, c'est
d'un enfant à l'autre, c'est différent. Ça dépend, mais là, il y a quand même un décalage certain. Oui. Et on sait très bien que, voilà, notamment au collège, dès que quelqu'un est différent, ça peut mal tourner. Et effectivement, survient un premier drame au collège. Adrien est victime de harcèlement scolaire dès la 6e, un long calvaire qui dure 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'est passé ce qui se passe pour, je dirais, beaucoup d'enfants qui ont finalement une différence, quelle que soit la différence. Dès lors qu'on s'écarte un peu de la norme, on a des chances d'être rejeté, stigmatisé, exclu, et jusqu'au harcèlement. Et finalement, on s'aperçoit que ça peut toucher de nombreux enfants. Et ce que moi, en tout cas à l'époque, on ne parlait pas du harcèlement du tout. Oui, donc je ne connaissais pas ce sujet, j'ai jamais été harcelée, donc je n'imaginais même pas ce qui pouvait se jouer dans une cour d'école. Parce qu'Adrien en plus c'est un vrai gentil, c'est-à-dire qu'il ne vous rapporte pas les choses, non. Il les cache pour ne pas vous faire de mal en fait, tout simplement. La plupart des enfants en fait ne le disent pas, parce qu'en fait ils ont peur que le harcèlement redouble d'intensité. Ils ont peur. Ils ont terriblement peur. Donc, ils n'en parlent surtout pas. Et donc, ni à leurs parents, ni à personne. Et je pense que c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que nous, les parents, on est toujours les derniers à le savoir. Et s'il n'y avait pas eu, il n'était pas revenu avec ces 3 marques très, très profondes de ses entailles sur le bras, finalement, est-ce qu'on l'aurait su ? Quand l'aurait-on su ? Vous découvrez que pendant 3 ans, il a subi des violences vraiment non seulement psychologiques, mais aussi physiques de la part d'un petit groupe d'élèves et notamment d'un élève. Alors non, la violence physique est vraiment arrivée à la fin. D'accord. C'est elle qui nous a révélé en fait ce qui se passait. Non, en fait, on n'a jamais su la réalité des violences qu'Adrien et un autre de ses amis ont subi, en tout cas du vivant d'Adrien. Cet ami Guillaume, en fait, nous l'a confié, mais a posteriori. Tout à fait par hasard, quand je l'ai retrouvé, j'avais complètement oublié en fait qu'ils avaient été amis. Et c'est Guillaume qui m'a confié l'envers du décor dans cette classe musicale, parce que les enfants, en fait, finalement, étaient livrés eux-mêmes, que les adultes, en fait, comptaient sur les 4e, 3e pour prendre en charge les 6e, 5e, et qu'ils étaient seuls dans une maison, la nuit, sans aucun adulte. Voilà. Alors vous dites que votre enfant, à partir de ce moment-là, change le traumatisme subi, imprime en lui durablement son être. Et pourtant, vous le changez d'école quand même, parce que vous vous êtes rendu compte de ce traumatisme profond. Et Adrien quand même paraît ressuscité dans cette nouvelle école. C'est là qu'il découvre qu'il redécouvre une passion pour l'aéronautique, et ça le change littéralement. Donc vous vous dites, c'est bon, il est sauvé. Oui, exactement, parce qu'il renaît comme un phénix. Il est à nouveau dans la passion, dans l'enchantement, alors qu'au contraire, il semblait dans le désenchantement total à la fin de son collège, enfin à la fin de la 4e. Et là, c'est comme une nouvelle naissance. Et donc, nous, on y voit le signe d'une résurrection, et on ne se doute pas, en fait, que réellement, en fait, Adrien a son estime de soi qui est vraiment détruite. Oui. C'est un mot fort, mais c'est ce que vous avez découvert après. En fait, ça a été très progressif, ça a été très lent, et puis peut-être que moi, la prise de conscience, ça a été très très lente, parce que quand il a été harcelé, comme autrefois, on n'en parlait pas à ce moment-là. Quand je partageais avec des amis ou des personnes que je connaissais, souvent on me disait « tu te poses trop de questions, c'est quelque chose qui arrive souvent. » Voilà, donc j'ai fini en fait par passer à autre chose, parce que je voulais pas renvoyer mes propres inquiétudes sur Adrien en fait. Et puis là, vous le voyez du coup, passionné à nouveau. C'est vraiment un bonheur de le voir passionné par l'aéronautique. Et du coup, Adrien, qui investit beaucoup dans le travail scolaire, peut-être trop, réussit à décrocher finalement son rêve à la fin du lycée. D'étudier, même après une prépa, étudier à Supaéro pour être ingénieur dans ce domaine aérien qu'il passionne tant. Oui. Et alors s'ouvrent 4 années passionnantes, mais aussi difficiles, parce que vous voyez votre enfant pris par une boulimie d'activité, de passion qui on a l'impression, pardon, l'analogie est peut-être pas très belle, mais on a l'impression d'un moteur qui s'emballe et il n'arrive pas à l'arrêter. Et il y a
un premier signal d'alerte, une hospitalisation en hôpital psychiatrique qui intervient assez vite d'ailleurs. Et là, c'est très difficile parce que Adrien est à ce moment-là majeur, il a plus de 18 ans. Donc d'une part, il fait ce qu'il veut, puis d'autre part, se pose la question de l'accompagnement du jeune adulte dans ses soins psychiatriques. Et vous êtes écarté de ce parcours de soins. Comment vous vivez cette période ? C'est très violent. Ça a été très violent parce que ça s'est passé quasiment sans un mot. Il faut le lire dans le livre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a tellement été violent. La réaction du psychiatre qui n'a pas accédé même à la demande d'Adrien, puisqu'Adrien voulait que... Racontez qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce qui vous a Il s'est passé que grâce à Olivier Revol, Adrien a pu être hospitalisé en urgence. Moi, je n'avais pas conscience de tout ce qui se jouait, puisque je ne comprenais pas pourquoi Adrien allait mal à ce moment-là. Et quand on est arrivé avec Adrien et sa petite valise et moi, on a été reçus. Moi, j'ai vu une infirmière très rapidement, un quart d'heure. Et après, il y a une porte qui s'est ouverte dans le couloir. Et le psychiatre a invité Adrien à entrer. Et Adrien a compris qu'il s'adressait à lui et que je n'existais pas. Donc Adrien n'a pas dit un mot. Il a juste fait circuler son regard du psychiatre à moi. Et on a bien compris, le psychiatre et moi, dans ce jeu de regard, qu'Adrien voulait dire « j'aimerais que ma mère soit présente ». Et à ce moment-là, le psychiatre, en fait, m'a agressé. M'a dit « Madame, ce n'est pas comme ça que ça se passe ici ». Alors que je n'avais pas dit un seul mot. Mais puisque Adrien insiste, rentrez. Mais il était très en colère. Donc je me suis assise. J'ai essayé de me faire toute petite. Ouais. Adrien s'est assis à côté de moi. Et à partir de ce moment-là, le psychiatre n'a regardé qu'Adrien. Il m'a ignorée. Et il a tout de suite dit « Bonne nouvelle, Adrien. Puisque... » Alors, il faut que je me souvienne, c'est tellement traumatique pour moi. Ce n'est pas toi qui es malade, c'est ta maman. C'est et alors là, de dire ça. Là, et moi, j'ai été glacée, mais intérieurement. Mais surtout... En fait, à la vitesse de l'éclair, nos deux regards avec Adrien se sont croisés et j'ai tout de suite traduit ce qu'Adrien était en train de penser intérieurement. Intérieurement, je savais qu'il se disait « bienvenue chez les fous ». Parce que, voilà, il avait un esprit qui percutait beaucoup plus vite que le mien. Il n'y avait pas de doute dans le regard d'Adrien, il était extrêmement affolé. Et en fait, très rapidement, le psychiatre m'a fait signe de prendre la porte. Adrien me suivait du regard, mais m'implorait de rester. Et le regard du psychiatre et les mots étaient très clairs. Non, vous sortez. Donc en fait, j'ai pas pu dire un mot. Et j'ai trouvé ça a été tellement violent que quand je suis rentrée à la maison le soir, finalement, je crois que j'ai pas trouvé les mots pour l'expliquer à mon mari, parce que ça semblait tellement caricatural, tellement invraisemblable, que je crois que mon mari ne m'a pas cru. Au point qu'il m'a même dit « tu as dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire » ou il m'a dit aussi « comment as-tu pu laisser croire à Adrien que ce psychiatre était fou ?» Et je lui ai dit « mais tu ne m'as pas bien écouté. Je n'ai même pas dit un seul mot. » Vous voyez, c'était trop gros, c'était trop énorme, ça ne pouvait pas être cru en fait. Donc ça a été très violent et en fait... C'est seulement à la sortie d'Adrien que le psychiatre a accepté de nous rencontrer, enfin 2 jours avant sa sortie, et que là, mon mari a pu venir parce que lui aussi, il avait besoin de comprendre. Et c'est là, en sortant de ce rendez-vous, en fait, quand le psychiatre a dit « Adrien va très bien », alors que nous voyions très bien qu'il n'allait pas mieux, que mon mari a compris. Il a dit ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après... je pense que toutes les relations avec les psychiatres, heureusement, ne sont pas de cet ordre-là. Mais il a fallu que vous tombiez sur un psychiatre qui n'a pas su écouter et puis vous inclure. Je pense que c'est un psychiatre qui avait hérité qui avait un héritage psychanalytique. Vous savez, autrefois, on considérait que la famille était toxique. Oui. Voilà. Je n'ai pas d'autres explications puisque je n'ai jamais vraiment pu réellement avoir un vrai dialogue avec lui en fait. Après cet épisode traumatique, la vie reprend heureusement. Donc Adrien reprend une vie à 100 à l'heure. Et puis on arrive en 2018.
en juillet, il vous appelle un 14 juillet, je crois bien. Oui. Il vous dit qu'il va de nouveau très mal. Il me dit ça va pas. Ça va pas du tout. Mais quand Adrien disait quelque chose, c'était jamais avec beaucoup de mots. Et c'était toujours très, très clair, très percutant. Mais vous arrivez à le rassurer. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? J'ai eu beaucoup de mal à le rassurer parce que, en fait, comment dire, quand vous êtes soumis à une épreuve une première fois et que vous l'avez gagnée, cette épreuve, vous avez l'impression d'avoir gagné une guerre. Vous ne pensez pas, en fait, avoir remporté qu'une seule bataille. Et c'est là où, d'un seul coup, je me suis remis en situation de ce que j'avais vécu 4 ans avant. Et là, j'ai bien cru que j'allais m'effondrer. Je pense que je me suis effondrée le temps de quelques instants. Je ne saurais pas dire combien de temps. Et en fait, il y a une sorte de colère immense qui est montée en moi parce que me remettre dans cette épreuve, je m'en sentais plus la force. Ça me paraissait tellement lourd. Et puis, je crois qu'en fait, cette colère, finalement, m'a aidée à chasser la peur et à me retrouver dans le combat et donc à pouvoir... alors, c'est plus compliqué que ça, hein, puisqu'il faut lire le livre, voilà. Mais à quand même pouvoir avoir un échange avec Adrien. Mais je crois aussi que je ne lui ai pas posé toutes les bonnes questions ce jour-là. Le 24 juillet, effectivement, vous le revoyez quand même et vous avez quand même une discussion approfondie avec lui le temps d'un voyage en voiture que vous avez fait quand même. Voilà, alors en fait, effectivement, je vais le chercher, je fais 80 km pour aller le chercher à la gare. Quand même, parce qu'en fait, ce week-end-là, on va vivre un week-end extraordinaire. En fait, la sœur aînée de Marine est fiancée avec un musicien professionnel. Et il est venu avec son orchestre à la campagne pour animer une fête de la musique. Et ça faisait une éternité qu'on attendait ça. Donc il y a tous les gens du village qui sont réunis, il y a la famille. On sait que ça va être extraordinaire, qu'on va chanter, danser. Vous savez, c'est un bœuf musical. Chacun demande sa chanson, les tubes des années 80, les Jean Ferrat, que la montagne est belle. On était dans un cadre magnifique, paisible. Donc, je vais chercher Adrien la veille. Et là, dans la voiture, Adrien me semble égal à lui-même. Il me parle, je le fais parler de son emploi chez Thalès. Et là, j'ai l'Adrien passionné, comme d'habitude, qui m'explique avec une clarté extraordinaire. Et en fait, ce trajet en voiture, pour moi, c'est un voyage dans le voyage. Parce que j'ai l'impression d'accéder à la compréhension de tout, tellement c'est clair, c'est précis, c'est accessible. Voilà. Donc, et puis, à un moment donné, pourquoi j'ouvre la radio? Et puis là, on écoute en fait les Mistral gagnants. Et là, ça me renvoie à cette époque, début 2015, où on allait se promener avec Adrien. On s'asseyait sur un banc dans un parc et où il y avait toutes ces peurs, toutes ces craintes, parce qu'Adrien ne semblait ne plus pouvoir apprécier la vie, en fait. Voilà, les Mistral gagnants, c'est ça, en fait. Je me souviens plus des paroles, vous vous souvenez peut-être M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Ah voilà. Regarder la vie devant soi. Ah ouais, c'est ça. Exactement. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder la vie tant qu'il y en a. Tant qu'il y en a, oui. C'est ça, je me souviens plus exactement. Ouais. Donc là, vous vivez un moment privilégié tous les deux. Mais, oui, vous vous rendez compte sur le moment qu'il y a quelque chose de spécial. Mais voilà. Je me rends compte qu'Adrien est particulièrement attentif à cette chanson, ce qui m'étonne beaucoup. Parce qu'en fait, Adrien était beaucoup plus attiré par la musique classique et qu'en voiture, quand on mettait des tubes, bon, franchement, ça n'intéressait pas du tout. Et c'était plutôt le style à dire bon, allez, baissez le son, c'est bon, on a assez entendu, quoi. Voilà, il avait des goûts qui étaient très sélectifs, ça c'est certain. Et là, par contre, j'ai failli couper le son parce que voilà, j'avais ce réflexe avec Adrien. Et là, il m'a dit non, je voudrais l'écouter. Donc ça m'a... J'ai pas compris, en fait. Et c'est après coup que j'ai compris que ça rejoignait, en fait, sa nostalgie, en fait. Et le soir même, donc vous êtes
pris par cette fête qui bat son plein. Vraiment, il y a une très belle ambiance. Et vous échangez quelques mots. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus avec Adrien au milieu de cette fête, tous ces gens qui sont là. Mais en fait, il choisit le plus mauvais moment. Voilà. En pleine fête. En pleine fête. On était en train d'agiter les drapeaux. Une semaine avant, c'était la Coupe du Monde de football, la France qui avait gagné. L'orchestre chantait We Are the Champions. Enfin, il faut imaginer la liesse. Ouais. Et puis, il y avait, on était peut-être 80, 100. Enfin, c'était extraordinaire. C'était sous la voûte étoilée. C'était magnifique. Et au milieu de tout ça, alors, il vous dit une phrase que vous n'entendez pas parce que c'est vraiment pas le moment. Et puis, il y a peut-être aussi une protection psychologique chez vous. Et tout ça mêlé, qu'est-ce que vous dit Adrien ? Adrien me dit que je n'ai rien compris, en fait. Parce qu'il essaye de m'expliquer. Il me dit, je me souviens de ces mots, tu ne peux même pas imaginer les souffrances, etc. Et moi, j'ai bêtement essayé de le rassurer. J'ai cru qu'il fallait positiver, alors qu'en fait, je suis passée complètement à côté de ce qu'il fallait dire. En fait, il fallait, au contraire, écouter sa souffrance, l'accueillir, ne pas reculer, ne pas avoir peur, et lui poser les bonnes questions. Mais vous ne les connaissiez pas à ce moment-là. Mais je ne les connaissais pas à ce moment-là. Et je ne savais pas, en fait, qu'il fallait réagir comme ça, qu'il fallait même aller jusqu'à lui demander quand, où et comment. Parce qu'il vous dit qu'il a des pensées suicidaires, en fait, à ce moment-là. En fait, je ne l'entends pas. Voilà, c'est ça parce que j'essaye de le rassurer et je lui dis, mais écoute, Adrien, tu m'as dit que tu reprenais un traitement antidépresseur, donc ça va aller mieux. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui en prennent, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Je lui dis, c'est comme si t'avais un bras cassé. Et on te fait un soin, voilà. Un plâtre. Et en fait, il faut se mettre dans la position de quelqu'un qui est en grande souffrance. Si on lui dit même pas grave, et lui, il comprend, elle a rien compris, elle n'a pas entendu ma souffrance, et elle ne pourra pas m'aider, elle ne pourra jamais m'aider. Et c'est ça qui est terrible, en fait, de plus grave. Et c'est ce que j'ai découvert bien plus tard sur une plateforme qui l'explique très très bien, de prévention du suicide. C'est qu'en fait, il faut vraiment poser toutes les questions parce que la personne va vraiment pouvoir sentir qu'on l'a comprise. Et puis nous, en plus, ça va nous permettre de mesurer, en fait, sa souffrance, le degré de souffrance dans lequel cette personne est. On va y revenir sur ces questions à poser parce que c'est très important effectivement que nos auditeurs sachent quelles sont ces questions. On va y revenir, mais auparavant, donc il y a ce moment raté, mais en même temps, le moment était tellement mal choisi, était tellement pas possible. Et donc le lendemain, malheureusement, le 24 juillet 2018, le 25, pardon, oui, le 25. Il se donne la mort de retour chez lui. En fait, il se suicide 2 jours après, le 24 juillet, mais moi je ne l'apprends que le 25 en fait. Son colocataire découvre qu'il s'est donné la mort. Est-ce que vous savez, bien sûr pas ce qui s'est passé précisément, mais ce qui l'a conduit à cet acte ? Ah, ça il faut lire le livre parce que on reprend en fait tout le fil de l'histoire d'Adrien, tout ce que j'avais pas finalement, certaines choses que j'avais vues mais que je n'avais pas compris. Alors ce serait dommage de réduire et de dévoiler en fait, je pense, tout ce qui me semble avoir approché au plus près. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert en fait qu'il y avait bien d'autres jeunes qui avaient le même profil et qui étaient soit en mal-être, soit qui se sont suicidés. Alors d'abord, je l'ai découvert parce que après le suicide d'Adrien, il y a des familles qui se sont confiées à moi. D'ailleurs, le jour de son enterrement, il y avait des personnes que je ne connaissais pas qui étaient présentes. Ça m'a vraiment posé question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles sont gentilles, toutes ces personnes, d'être là. Mais en fait, non. C'est parce que l'histoire d'Adrien rejoignait leur histoire.
et qu'elle voulait être présente pour nous entourer. Et puis ensuite aussi parce que je suis rentrée dans une association qui s'appelle Phare Enfants Parents. Et que là, j'ai découvert qu'il y avait bien d'autres jeunes qui avaient le même profil. Et puis aussi, en tapant par hasard sur Internet, bien avant même de rentrer dans l'association Phare Enfants Parents, je suis tombée sur un petit paragraphe qui parlait de ceux qui avaient tout pour être heureux, qui avaient des parents aimants, qui étaient très intelligents, créatifs, intuitifs, ouverts, même parfois artistes, etc. Et ce petit texte, en fait, il est sur le site de Phare Enfants Parents. Et en fait, il résume une enquête qui a été réalisée en 1995. Ah oui, en fait, finalement... Très ancien. On connaît déjà depuis longtemps ce phénomène d'enfants qui ont tout pour être heureux. Et qu'est-ce qui se passe Et qui se suicident. Et qui se suicident. Parce que c'est trop compliqué pour eux. Ils sont en décalage avec... un décalage trop grand qui leur occasionne avec les autres. Un mal-être tellement grand, une souffrance si grande. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres aspects, mais je pense qu'il faut vraiment lire le livre parce que je trouve que c'est dommage de réduire dans notre échange tous ces aspects... Alors, vous avez dit que, oui, donc quelques jours avant de se donner la mort, Adrien donc, a eu cette phrase terrible « Tu n'as rien compris ». Cette phrase, elle est terrible, elle a dû vous hanter longtemps, elle a dû vous faire peser un poids de culpabilité vraiment très grand, très important. Comment vous avez fait pour ne pas être écrasé par ce poids de la culpabilité, pour se libérer de ce fardeau ? C'est un chemin qui est quand même très long. Au début, c'est extrêmement violent parce que il s'ajoute en fait au tsunami du suicide. Déjà, quand vous réalisez, et je crois que d'ailleurs on ne réalise pas en fait. Le premier choc, c'est que justement on ne peut pas réaliser en fait. Surtout un jeune qui était, aussi réfléchi, aussi consciencieux, qui avait un regard aussi aigu sur le monde. C'est pas quelqu'un qui était... il avait parfois des remarques très justes, de critiques acerbes sur ceux qui commettaient des erreurs. Donc, ça collait pas, en fait. Il y avait un non-sens. À partir de là, déjà, le suicide en soi est une énigme. Ensuite, c'est très violent parce qu'en fait... vous restez suspendu en fait. C'est comme si d'un seul coup, la Terre s'était arrêtée de tourner en fait. Le temps s'est arrêté, l'espace n'existe plus. Il n'y a plus rien qui a de sens en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est un traumatisme, c'est comme beaucoup d'autres traumatismes, mais c'est un traumatisme qui est très violent. Oui, très violent parce qu'en plus, vous n'aurez jamais de réponse au pourquoi. J'ai quand même essayé d'approcher au plus près, mais bien sûr qu'on n'aura jamais de réponse totale. Jamais on aura en tout cas la réponse d'Adrien. En tout cas, tant qu'on ne se retrouvera pas au ciel, ça c'est certain. Ensuite, la difficulté, c'est que quand on est suspendu, en fait, on a du mal à vivre dans le présent. On a du mal à être avec les autres. Voilà. Et puis aussi, une tendance à revenir dans le passé en permanence. Alors, le jour, ça me gênait pas trop parce que j'avais déjà vécu le départ violent de mon frère. Alors violent différemment, lui c'était un accident de voiture, mais voilà, j'avais 16 ans et quand on a 16 ans, ça peut être aussi quelque chose de tellement soudain qu'on n'arrive pas à l'assumer. Mais j'étais déjà passée par l'épreuve d'un deuil en tout cas qui m'avait bouleversée. Donc j'avais quand même ce background que j'avais déjà surmonté en fait. Oui, mais vous dites aussi que quand, par exemple, Adrien a eu une deuxième fois cette épreuve de l'angoisse profonde, vous dites quand l'épreuve recommence, c'est vraiment très difficile, c'est là où on peut s'effondrer. Oui, c'est vrai. Et là, c'est pas ce qui s'est passé ? C'est pas ce qui s'est passé. D'accord. Et pourtant, votre remarque est extrêmement juste parce que après avoir perdu mon frère, il m'est resté profondément cette inquiétude de perdre ceux qui m'entouraient. Et là, ça se réalise. Et alors là,
contrairement à toute attente, je crois que c'est vraiment en fait, mon lien avec le ciel qui s'est réactivé. C'est ce qui est passé en premier. Et c'est pour ça que le jour où j'étais, je dirais, dans la prière, mais dans la prière, très forte, quoi, de demande, d'accompagnement, vraiment. Et puis parce que j'étais aussi un peu partie avec lui au ciel. Là, je crois que le ciel prenait le dessus sur la terre. Par contre, la nuit, en revanche, c'était tout le contraire. J'étais vraiment coupée en deux. La nuit, c'est vraiment, vous savez, où on fait des rêves, mais surtout des cauchemars. Et dans les cauchemars, tout s'en mêlait. Je rêvais je rêvais par exemple des rêves mais complètement fous, quoi, que j'accouchais d'un enfant qui était difforme, que je trouvais une personne qui allait m'aider à sauver Adrien. Et en fait, dès que je me réveillais, il y avait toute la culpabilité qui tournait en boucle et les et si. Et alors là, mais c'est comme un arbre généalogique sans fin. Des et si, on est dévoré en fait par les et si. Et ça, c'était terrible parce que c'est très difficile de s'en extraire, en tout cas la nuit. Parce qu'en fait, notre cerveau nous joue des tours, en fait. Vous ne pouvez pas le contrôler, tout simplement. En fait, c'est incontrôlable, exactement. Et c'est très, très dur. Et en fait, je me saisissais du coup. Alors, j'avais 2 recours. Alors, pourquoi j'avais 2 recours ? Parce qu'en fait, j'avais très bien compris ce que c'était que, finalement, inconsciemment, la culpabilité, parce que j'avais vu mes parents dans cette culpabilité après le décès de mon frère. Et si on ne lui avait pas donné cette voiture ? Et si, etc. Et je les ai tellement entendus que, en fait, inconsciemment, 40 ans après, en fait, je savais que c'était un mécanisme qui tournait en rond et que c'était un mal qu'on se faisait à soi-même. Donc, du coup, la nuit, intérieurement, je me prenais une image mentale d'une paire de ciseaux qui coupe un film noir. Parce que je refusais d'être dévorée, en fait, par ce film qui m'échappait. Et voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'en fait, à un moment donné, on n'a plus qu'à crier vers le ciel, lever les bras. Enfin, c'était physique. Hein. Je m'asseyais dans mon lit. Je ne dis pas que j'ouvrais la bouche et que je criais, parce que j'aurais réveillé mon mari, mais c'était un cri intérieur colossal. Et en fait, lui ne le savait pas. Mais en fait, je me mettais à prier. Et en fait, la prière m'apaisait. Elle m'apaisait toujours. Vous arriviez à prier quand même. Dans ce cas-là, en fait, à part des Notre Père et des Je vous salue Marie, on ne sait rien dire d'autre. Il n'y a aucune idée qui monte autre. Voilà. Vous en vouliez pas à Dieu, parce que je pense que vous avez dû quand même tant le prier pour sauver Adrien de ses angoisses, et ça ne l'a pas sauvé, donc vous en vouliez pas au Seigneur? Non, jamais. En fait, j'avais tellement fait une belle rencontre du Seigneur après le décès de mon frère que voilà, j'avais, en fait, peux vous raconter si vous voulez. En fait, quand mon frère est décédé, j'étais adolescente, j'avais 16 ans et j'étais vraiment une adolescente en perte de repères, très seule. Et mon frère était un peu ma boussole. Et du coup, quand il décède, c'était foudroyant pour moi. Et du coup, le jour de l'enterrement, il m'est arrivé un truc complètement fou, au point d'ailleurs que, voilà, je le raconte aujourd'hui au micro, mais je ne l'avais pas raconté avant d'écrire ce livre. Ou du moins, je l'avais confié à ma maman, mais à personne d'autre. Et le jour de ses funérailles, en pleine célébration, alors qu'autour de moi, il n'y avait que de la souffrance, de la tristesse, que toute ma famille était effondrée, moi, j'ai eu l'impression de vivre toute seule quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si j'avais été transportée au ciel. En fait, mon cœur s'est ouvert, je crois, à 360 degrés. C'est comme si il y avait plus de limites, plus de frontières, plus de portes, plus de fenêtres. En fait, j'ai été envahie et habitée d'une paix, d'une joie immense, mais alors une force d'amour et de vie qui m'envoyait vraiment vers les autres, en fait, à la rencontre, pour dire, en fait, la joie, elle est à vivre aujourd'hui, et en fait, la mort, en fait, n'existe pas, et la vie n'est pas un passage, en fait. En fait, on vit déjà dans l'éternité de Dieu, dès aujourd'hui.
Donc en fait, la mort n'est pas une fin. Et ça s'est imprimé en moi définitivement. C'est comme un sceau qu'on ne peut pas effacer. Ça ne m'a pas empêché les épreuves après, les errances d'adolescence, mais c'est resté imprimé. Ce qui fait que quand j'ai su qu'il s'était suicidé, tout de suite, il y a eu, je dirais, une première réaction. C'était quand même malgré tout celle d'une maman qui se dit quand même malgré tout, mon fils est délivré de ses angoisses. Et la deuxième, ça a été, mais en fait, il est dans les bras du Père, il est dans la joie, dans la paix, et il est consolé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pu le consoler, mais Marie, sa maman du ciel, l'a accueilli. Et puis Marie, cette mère qui était souffrante au pied de la croix, qui a vu son fils souffrir, elle doit pouvoir accueillir ma souffrance aujourd'hui de mère aussi. Donc si vous voulez, voilà, il faut comprendre que j'étais entre ciel et terre. Mais si j'avais pas eu cette expérience, voilà, je sais pas comment je serais aujourd'hui. Je pense que j'irais très mal et que je serais pas en train de parler devant vous, en fait, dans ce micro. Et que, voilà. 4 ans plus tard, du coup, comment aujourd'hui allez-vous après l'hiver? Il y a quand même cette séparation brutale qui est toujours si difficile à vivre. Est-ce que le printemps est arrivé, comme le laisse espérer le titre de votre ouvrage? Oui, vraiment le printemps est arrivé. Et le printemps est arrivé grâce aux autres, parce qu'en fait, on a été portés de manière magnifique après le suicide d'Adrien, dès le départ en fait. Déjà, j'étais pas toute seule. Quand j'ai eu l'annonce, j'avais des amis qui étaient à côté de moi, mais j'ai été portée de manière magnifique par tous ceux qui nous ont approchés, qui nous connaissaient, qui ne nous connaissaient pas, avec une infinie délicatesse. Et en fait, ce que j'avais reçu au fond de mon cœur, quand vraiment Dieu est venu imprimer sa joie, c'était qu'en fait, je n'étais plus seule, et 2, en fait, je pouvais le retrouver dans le cœur des autres. Et que dans la rencontre, en fait, des autres, je le rencontre. Et à partir de là, c'est vraiment ce que j'ai vécu après le décès, le départ d'Adrien. C'est-à-dire que j'ai vécu des rencontres magnifiques. Et je crois qu'en fait, et en plus des rencontres inattendues, quelquefois avec des personnes où je me sentais tellement loin d'elles. Je me disais, oh mais là, on va vraiment pas arriver à se comprendre. On est tellement différents. Et c'est souvent là où, au contraire, il y avait la plus belle rencontre, où je découvrais une richesse dans la différence qui était magnifique. Et notamment avec mes amis de culture et de cultes différents musulmanes qui ont été exceptionnelles, à qui je dois aussi beaucoup, qui m'ont portée. Et puis vous avez évoqué cette association phare parents-enfants qui accompagne les parents dont l'enfant s'est suicidé. Et vous avez écrit notamment votre ouvrage pour cela, pour donner des clés de compréhension aux parents d'enfants hypersensibles et ou au potentiel intellectuel, parce que c'est lié. Et puis ainsi pour prévenir le suicide chez ces jeunes, parce que donc le risque est plus élevé chez eux. Donc quel conseil, en fait, vous donneriez aux parents? Je leur donnerais le conseil de ne pas faire comme moi. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. C'est un peu ce que j'ai vu, mais ce que je n'ai pas compris. Et je leur dirais surtout de ne pas porter le poids du mal-être de leur enfant comme d'abord une culpabilité, comme une responsabilité, de garder confiance dans leur capacité à être parents. Parce que moi, je pense qu'à cause de ce psychiatre, en fait, de la violence des propos de ce psychiatre, même si je ne voulais pas adhérer, bien sûr, à ce qu'il me disait, il n'y a rien à faire. Moi aussi, ça m'a quelque part détruit dans ma capacité à être la maman d'Adrien. Ça m'a suivie, en fait. Je l'ai porté comme un poids pendant très longtemps. Donc, gardez confiance, parce qu'en fait, nos enfants ont vraiment besoin de nous comme un pilier. Ensuite, se faire accompagner. Finalement, on se rend compte qu'on est
en fait, on est unis dans ce maelstrom et que pour que notre enfant aille bien, il faut qu'on aille bien. Voilà. Et puis, quand je dis ne pas rester seul, c'est aussi se tourner vers une association comme Phare Enfants Parents ou d'autres, ou vers l'UNAFAM, pour pour être conseillé sur toutes les décisions à prendre. Quelle est votre prière préférée et ou celle qui vous a aidé à surmonter votre épreuve? Alors, ce qui m'a le plus aidé à traverser cette épreuve, c'est une chanson. C'est la chanson de l'album Thérèse de Natacha Saint-Pierre, composée d'ailleurs par Thomas Pouzin, qui s'appelle « Tu jetteras des fleurs ». Alors en fait, « Tu jetteras des fleurs », c'est un chant qui parle de Thérèse, qui est adressé à Thérèse. Et vous savez que Thérèse, en fait, elle avait dit « Je jetterai des roses ». Voilà, dans les cœurs. Et en fait, c'est ça, cette chanson. Elle est devenue, en fait, cette chanson, elle est devenue un chant à Adrien. C'est-à-dire que je l'ai tellement écouté, réécouté, il a tellement parlé à mon cœur que Thérèse a fait l'intercession, en fait, avec Adrien. Et que maintenant, c'est devenu l'hymne à Adrien, comme le disent les uns et les autres, au point que chaque année, quand on va en fait sur la tombe d'Adrien, là où je sais que moi je ne le retrouve pas, parce que voilà, pour moi il n'est pas sous cette pierre tombale, eh bien en fait on jette des pétales de fleurs, des pétales de roses, jusqu'à en recouvrir complètement la tombe, parce que pour moi, c'est signe de résurrection, c'est signe qu'en fait il est toujours vivant et que voilà, il est peut-être dans un très beau jardin, lui qui aimait tant les fleurs. Voilà, et ces fleurs, en fait, elles me relient aussi à Adrien. Est-ce que vous pouvez nous en lire une strophe, peut-être ? Oui, bien sûr. Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinés au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles, simplement. Voilà, c'est ce qu'on demande à Adrien. On lui demande de jeter des fleurs dans le cœur de tous ses enfants qui cherchent encore la lumière. Ma dernière question, c'est si le Seigneur était là, en face de vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve ? Je lui dirais merci. Merci de m'avoir porté. Et je lui dirais de porter en fait toutes les mamans et tous les enfants qui aujourd'hui sont sur ce chemin pour qu'elles ne désespèrent pas, qu'elles restent fortes dans cette épreuve et qu'elles puissent être surtout bien conseillées, bien accompagnées et qu'elles puissent se tourner vers les bonnes personnes. Merci beaucoup Marie pour ce beau témoignage. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Marie de Joret-Guibéry et je la remercie pour son témoignage courageux et empli d'espérance. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.